Où est passée l'écologie dans la campagne pour les européennes ? Les élections approchent et alors que la montée de l'extrême droite et la question de la défense européenne sont au cœur du débat, les enjeux écologiques se retrouvent en arrière-plan. L'écologie est invisibilisée, instrumentalisée, bref, paradoxalement de plus en plus inaudible et polémique. Elle devient aujourd'hui plus une raison de s'écharper que de confronter des projets de société. L'écologie politique est en crise. C'est qu'on est en plein décrochage. L'action climatique. On est en plein. S'il vous plaît, on n'entend plus. S'il vous plaît, on ne vous comprend plus. L'écologie est-elle la nouvelle ligne de fracture politique en France et en Europe ? Pourtant, beaucoup de combats écologiques se jouent au niveau européen. Ces élections sont déterminantes pour la façon dont le continent va faire face aux effets du dérèglement climatique, mais aussi agir pour limiter la catastrophe. Et elle est malheureusement bien là. Saviez-vous, par exemple, que l'Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement, que ses températures augmentent 2 fois plus vite que la moyenne mondiale ? Le continent a enregistré des records de chaleur, plus 1 degré au-dessus de la moyenne, mais aussi des précipitations records, 7% au-dessus de la moyenne. Au total, le coût économique se chiffre à plus de 13 milliards d'euros. On peut renforcer la capacité de réponse pour protéger les Européens. Moi, je n'ai pas entendu un mot dans les débats à ce jour sur ces enjeux d'adaptation à un climat qui se réchauffe. Les élections du 6 au 9 juin arrivent à un moment clé pour la politique climatique européenne. Depuis 2019, le Green Deal ou Pacte vert a été introduit et a permis d'adopter une série de mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici à 2030. Des mesures qui font de plus en plus débat et sont pour beaucoup remises en question alors qu'elles n'ont même pas encore été totalement appliquées. L'écologie politique ne prend pas au sérieux la question du climat. En fait, ce qu'elle veut organiser, c'est la décroissance. L'enjeu des 5 prochaines années est pourtant de les mettre en œuvre, passer au concret donc, mais aussi augmenter l'ambition. En bref, les défis les plus importants sont encore devant nous. Car l'objectif est de permettre à l'Europe de devenir le premier continent à atteindre la neutralité climatique au plus tard en 2050. Je le dis, c'est totalement irréalisable, sauf à accepter ce que Mme Toussaint appelle pudiquement la sobriété, c'est-à-dire la décroissance. Je ne veux pas du tout de cette écologie punitive qui impose de la punition et de la contrainte aux Français, mais aussi à nos entreprises. Encore une fois, dans cette campagne, le traitement politique et médiatique de l'écologie n'est pas à la hauteur de ce que nous vivons. On a toujours le sentiment qu'il y a toujours plus urgent que l'écologie. D'ailleurs, l'angle de la plupart des débats télévisés sur la question est révélateur. On se demande si l'on va trop loin, si l'Europe est trop verte, si l'on doit dire stop ou encore. Ça fait près d'une heure que quasiment 2 phrases sur 3 qui sont prononcées consistent à taper sur l'écologie. Il y a cette petite sensation que l'on tourne en rond, voire même que l'on recule. L'objectif sur lequel on doit être intransigeant, c'est la décarbonation. Et là, on est d'accord. Et non, on n'est pas tous d'accord. Par les renouvelables ou par le nucléaire ? Non. Alors, comment s'y retrouver pour faire son choix ? Que valent les candidates et candidats sur le climat ? Que racontent ces élections européennes de l'état du débat public sur l'écologie en France, de l'écologie politique ? Réponse dans ce nouveau décryptage pour Blast. Dans la première partie de cette vidéo, on va essayer de comprendre si l'écologie politique est réellement de moins en moins populaire. Dans la deuxième partie, on va voir ensemble en quoi l'Europe est déterminante sur les questions écologiques. Dans la troisième partie, on va comparer les programmes des candidats et leurs votes. Et enfin, dans une quatrième partie, on va se demander où en est l'écologie politique. L'écologie est-elle de moins en moins populaire ? Pour tenter de répondre à cette question, on pourrait prendre comme premier indicateur les scores des écologistes lors des différentes élections européennes. En 2019, la liste d'Europe Écologie Les Verts était arrivée en 3e position avec 13,4% des voix, derrière le Rassemblement National et la République En Marche au coude à coude à 23,4% et 22,3%. Alors que la France Insoumise et le Parti Socialiste étaient respectivement à 6,3% et 6,2%. On parlait alors d'une poussée des écologistes au Parlement européen, qui a permis d'avoir un des plus gros groupes écologistes de l'histoire, avec 13 sièges pour les Français et 72 en tout pour le groupe des Verts au Parlement. Nous sommes ce soir la 3e force politique en France. Pourtant, aujourd'hui, la dynamique a changé. La liste de Marie Toussaint est en assez mauvaise posture. Créditée entre 5 et 7% dans les sondages, elle pourrait perdre des sièges. Et puis où sont les Verts ? Où sont les écologistes ? D'habitude, dans ce type d'élection, ils font plutôt des bons scores. Et là, les intentions de vote ne sont pas bonnes du tout pour eux. En 2014, EELV avait réuni 8,95% des voix.
loin du record de 2009 quand le parti avait créé la surprise avec 16,28% des suffrages. Cette année-là, 2 jours avant le scrutin, 8,3 millions de Français avaient regardé sur France 2 le documentaire écolo Home, réalisé par Yann Arthus-Bertrand. Certains responsables politiques avaient alors dénoncé une manipulation, mais on ne saura jamais exactement la réelle influence qu'a eu ce film sur le score des Verts de 2009. De toute évidence, on ne peut pas simplement se baser sur les scores des Verts pour mesurer la popularité de l'écologie. Car ces dernières années, de nombreuses formations politiques, surtout à gauche, se sont saisies de la question écologique pour la mettre au cœur de leur programme. Non mais a-t-on conscience du mur climatique dans lequel on est en train de foncer ? Qui peut croire que lutter contre les dérèglements climatiques n'est pas une priorité de l'action aujourd'hui européenne et pour le siècle qui vient ? Bref, c'est changer de modèle économique et je crois que si on fait pas ça, on est condamné à détruire la planète. Alors peut-on sérieusement continuer à dire, en 2024, que si les Verts ne font pas un bon score aux élections, cela veut dire que l'écologie n'est pas un sujet majeur de préoccupation pour les Français, pour les Européens, que l'écologie n'intéresse plus. C'est pourtant ce que l'on entend sur de nombreux plateaux. Est-ce qu'au fond, les difficultés dans les sondages de l'ensemble des écologistes en Europe, on verra évidemment le scrutin, s'expliquent pas par le fait tout simplement que vous dites sans cesse rien ne va, ça n'avance jamais, c'est la catastrophe et on n'y peut rien. Est-ce que vous n'êtes pas décourageant ? Comment expliquez-vous que ça patine un peu ? Aujourd'hui, ces intentions de vote, c'est la moitié, intention de vote bien sûr, la moitié du score réalisé par Yannick Jadot. Est-ce que ce n'est pas un peu plus compliqué que ça ? Car si l'on compile les intentions de vote pour les 3 principales formations de gauche, qui ont toutes un programme ambitieux sur l'écologie, cela donne entre 26 et 30% des voix. En revanche, il faut reconnaître que le contexte a changé. Les dernières élections européennes étaient portées par les marches et grèves pour le climat, l'affaire du siècle et les prises de conscience créées par la succession d'événements climatiques extrêmes. 5 ans plus tard, l'élan et l'espoir de 2019 semblent s'être brisés sur le mur des renoncements politiques successifs. On avait arraché un pacte vert, rehaussé les ambitions climatiques et environnementales. Les lobbies, ils avaient reculé, ils se sont réorganisés, ils ont fourbi leurs armes, ils sont repartis à la bataille. L'écologie se retrouve éclipsée par les conséquences de la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza, le retour de la dette, l'inflation, la crise agricole ou encore les questions liées à l'immigration imposées sans cesse par l'extrême droite. Comment se fait-il que l'écologie occupe aussi peu de place dans le débat public ? Seulement, le contexte géopolitique et économique a beau être extrêmement dur et violent, cela ne veut pas pour autant dire que l'anxiété écologique disparaît. Le réchauffement climatique et l'extinction de la biodiversité n'ont pas fait de pause. Le danger reste le même. Les études d'opinion montrent d'ailleurs que les Européens placent l'écologie au cœur de leurs préoccupations. Et la question climatique reste parmi les 5 priorités des Français. Que les enquêtes d'opinion montrent que plus de 82% des Européens, en France et ailleurs, considèrent que c'est un enjeu important. Les questions sont nombreuses et méritent de longs débats. Faut-il taxer les riches pour financer la transition écologique ? Que faire du glyphosate, des pesticides en général ? Comment rémunérer dignement les agriculteurs ? Comment renforcer le Green Deal ? Comment repenser les transports, les règles économiques ? Et plus largement, quel nouveau modèle de société pour l'avenir ? Quels nouveaux horizons ? Aucun candidat ou candidate ne parvient à vraiment dépeindre à quoi ressembleront nos vies dans 10, 20 ans si leurs mesures écologiques étaient appliquées. Les médias sont peu nombreux à leur poser ces questions de fond, de long terme, tandis que la droite et l'extrême droite imposent leurs thèmes, instrumentalisent les enjeux écologiques et que les attaques contre le pacte vert européen se multiplient. Moi, je pense que c'est aussi un enjeu pour vous, les journalistes. Oui. Je me permets de le souligner. Alors qu'elle n'est pas au pouvoir en France, l'extrême droite influence déjà les discours, légitime l'inaction et les reculs en matière écologique. Et la tendance est déjà là. Les ambitions climatiques de plusieurs pays européens ont été revues à la baisse ces derniers mois sur fond de populisme, comme le souligne cet article du Monde. L'extrême droite alimente la peur du backlash, ou retour de bâton. Cette idée qu'une partie des citoyens n'en pourrait plus des normes environnementales, ce qui pousserait, légitimement, les partis à faire marche arrière. Une idée fausse, selon Théodore Tallant, chercheur en sciences politiques. Il n'y a pas de backlash écologique au sein de la population. Les citoyens ne sont pas plus embêtés par les politiques climatiques maintenant qu'elles l'étaient avant. Il y a de multiples sondages qui montrent qu'on a même une majorité de citoyens qui considèrent qu'on n'en fait pas assez. D'après ces recherches, le backlash écologique est politique et non pas citoyen. Ce qu'on croit être la traduction politique d'un mécontentement citoyen est en fait davantage un backlash qui est organisé par certains partis politiques pour instrumentaliser la question écologique et cliver sur ces questions-là, plutôt que le reflet de la population. C'est aussi ce que montre cette enquête d'opinion du Centre Jacques Delors. Après avoir interrogé 15 000 personnes en France, en Pologne et en Allemagne, les auteurs concluent qu'il n'y a pas de grand backlash écologique au sein de la population.
Une majorité des répondants sont inquiets sur la situation climatique et toujours en faveur d'une politique climatique plus ambitieuse, à condition qu'elle ne mette pas en danger leur sécurité économique. Pourquoi l'écologie est-elle importante à l'échelle européenne ? 360 millions d'Européens sont appelés à voter lors des élections du 6 au 9 juin 2024. Et par leur choix, ils décideront de l'avenir des grands chantiers écologiques qui ont déjà été lancés. Les Français vont élire 81 des 720 députés européens. La France, étant le deuxième pays le plus représenté derrière l'Allemagne, elle peut avoir une grande influence sur les dynamiques des groupes politiques. Pour avoir une ou plusieurs places au Parlement, les listes devront obtenir au minimum 5% des suffrages exprimés. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur les listes qui ont le plus de chances de faire élire des députés. Ce que vous savez sûrement déjà, c'est que 80% des décisions concernant l'environnement sont prises au niveau de l'Union européenne. Et elles ont un impact concret pour mieux protéger les écosystèmes, notre santé et améliorer notre quotidien. Les textes débattus et votés concernent aussi bien la pollution de l'air, l'alimentation, l'agriculture, les transports, le pouvoir d'achat ou encore la protection du vivant. Ces dernières années, l'Europe a eu une influence importante, notamment à travers le fameux Pacte vert, considéré comme le plan le plus ambitieux jamais adopté pour le climat. Il a permis notamment d'acter la fin de vente des voitures neuves à moteur thermique pour 2035, l'objectif d'au moins 42,5% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique européen pour 2030, ou encore de renforcer la lutte contre les produits issus de la déforestation. Certains textes, bien que considérés comme imparfaits, sont passés à quelques voix près. À l'image de la loi sur la restauration de la nature, une loi cruciale pour la biodiversité qui prévoit de restaurer au moins 30% des écosystèmes aujourd'hui gravement dégradés d'ici à 2030 et 90% de ces habitats naturels d'ici à 2050. Dans le contexte actuel, ces textes ont de plus en plus de mal à être appliqués, notamment du fait de l'énergie de plus en plus importante dépensée par la droite et l'extrême droite pour remettre en cause le pacte vert et dire que l'écologie, ça suffit. Je voudrais d'ailleurs, au point où j'en suis, dire un mot de toutes ces questions d'environnement. Parce que là aussi, ça commence à bien faire. L'écologie politique ne prend pas au sérieux la question du climat. En fait, ce qu'elle veut organiser, c'est la décroissance. Si l'on revient à la loi sur la restauration de la nature, le texte a rassemblé contre lui des élus d'extrême droite et d'une partie de la droite, ainsi que de nombreux lobbies. Depuis près d'1 an, une campagne de désinformation a été mise en place pour l'accuser, à tort, d'imposer des contraintes intenables au secteur agricole, forestier et de la pêche. Les risques d'une famine mondiale ont même été évoqués. Et même si ces arguments ont été démentis par une lettre ouverte de plus de 6000 scientifiques, ils ont tout de même permis de réduire l'ambition de cette loi et aujourd'hui de la mettre en pause. Rappelons aussi que l'Union européenne est le 4e plus gros émetteur de gaz à effet de serre dans le monde, avec 6% des émissions, derrière l'Inde, les États-Unis et la Chine. 80% des écosystèmes du continent sont dégradés. On est en période de recul et donc il faut continuer à avancer. Et le dérèglement climatique, vous savez, la catastrophe, c'est pas les écolos qui l'annoncent. C'est parce qu'il est là. Depuis les années 1990, l'Union européenne a réduit ses émissions de 31%. Selon le rapport de l'Agence européenne de l'environnement, pour atteindre moins 55% d'ici 2030, le rythme des réductions annuelles des émissions de gaz à effet de serre doit plus que doubler. Or, dans un rapport publié le 18 janvier, le Conseil scientifique consultatif européen s'alarme du retard des politiques climatiques européennes. Retard qui pourrait ne pas être rattrapé au regard de l'ambiance politique actuelle. Tout ceci montre à quel point les élections du 9 juin vont être cruciales pour faire face aux périls écologiques. Mais alors, que proposent les candidates et candidats ? Maintenant que le contexte et les enjeux sont posés, penchons-nous sur les listes. Sont-elles à la hauteur de l'urgence écologique ? Pour répondre à cette question, on peut se concentrer sur 2 indicateurs, les votes passés, mais aussi les programmes. Commençons avec le passé. Les ONG, Réseau Action Climat, mais aussi Bloom, ont analysé les votes des 5 dernières années sur les sujets les plus brûlants, ce qui a permis d'établir un classement des principales listes européennes. L'un sous forme de tableau, avec des couleurs qui vont du noir au vert, et l'autre sous forme de notes. Bloom a passé au crible 150 votes de 2019 à 2024, tandis que le RAC, Réseau Action Climat, s'est concentré sur une trentaine de votes clés. Sans grande surprise, le Rassemblement national et les eurodéputés Reconquête sont ceux qui ont systématiquement voté contre toutes les mesures progressistes sur l'écologie. Ils ont aussi voté, avec l'ensemble des droites, contre les mesures pour responsabiliser les entreprises, protéger l'environnement et la santé des consommateurs.
Selon le cabinet de conseil Ecolobi, le Rassemblement national s'est, depuis 2019, aligné sur la plupart des positions portées par les lobbies industriels. Il ne faut pas laisser l'écologie à la gauche. Il ne faut pas laisser l'écologie de la punition, l'écologie de la taxation, l'écologie de la perte de notre souveraineté, de l'abandon du nucléaire, gagner la bataille culturelle. Lorsque l'hypothèse d'une taxe sur les bénéfices exceptionnels à l'encontre des compagnies d'énergie a été soumise au Parlement européen, le RN s'est abstenu alors que la mesure est dans son programme en France. Aussi, le 5 octobre 2022, Jordan Bardella et 18 eurodéputés RN ont voté contre un amendement de Manon Aubry qui proposait d'élargir la taxe superprofit à l'ensemble des secteurs. Inlassablement, les extrêmes droites se sont opposées à la taxation des superprofits et à la taxation des fortunes qu'ils ne veulent pas mettre à contribution. Bloom a donc donné à Jordan Bardella la note de 3,9 sur 20. Il apparaît comme le plus mauvais des candidats, tête de liste français sur l'écologie, et l'un des plus mauvais eurodéputés dans l'absolu pour leur analyse. Le défi climatique et la question environnementale est peut-être l'un des plus grands défis qui va se poser avec, me semble-t-il, l'augmentation de la démographie et les migrations mondiales au XXIe siècle. Parmi les votes symboliques, on peut citer celui du groupe RN contre le doublement des énergies renouvelables ou encore contre la réduction des déchets d'emballage, alors même que le texte avait déjà été détricoté par les lobbies. Face à l'écologie punitive érigée en modèle par Bruxelles, nous portons l'idée d'une écologie praticable et raisonnable. Ça part d'un bilan, de votre bilan des dernières années, 0 rapport, 21 amendements. En fait, on vous surnomme à Strasbourg Jordan Bardella. Non mais madame... Du côté des Républicains, ce n'est pas beaucoup mieux. S'ils ont voté un objectif ambitieux sur la réduction de la consommation d'énergie d'ici 2030, la très grande majorité de leurs votes vont à l'encontre des recommandations des ONG environnementales. Le réseau Action Climat s'inquiète d'ailleurs d'une convergence de plus en plus grande avec les votes de la droite ultra-conservatrice et extrême, comme ce fut le cas sur le règlement sur la restauration de la nature ou encore sur l'élimination progressive des pesticides. Ceci laisse à présager qu'ils puissent s'allier de plus en plus pour empêcher toute mesure systémique sur les enjeux climatiques. Bloom donne, avec surprise, selon leurs mots, une note de 5,1 sur 20 à la tête de liste et eurodéputé sortant François-Xavier Bellamy. Pour Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, les constats sont meilleurs, même si de nombreuses contradictions sont pointées du doigt. Si les partis affiliés à la majorité présidentielle ont soutenu plusieurs mesures importantes, efficacité énergétique, devoir de vigilance, restauration de la nature, ils ont également voté de manière contradictoire en affaiblissant l'ambition de plusieurs politiques environnementales. Par exemple, sur la qualité de l'air ou les énergies renouvelables. Valérie Ayé, tête de liste de la majorité présidentielle et eurodéputée sortante, obtient une note finale de 14,6 sur 20 par Bloom, qui pointe néanmoins son vote contre le droit fondamental à un environnement sûr, propre, sain et durable et à un climat stable, mais aussi le manque d'ambition climatique du parti à l'échelle européenne. Oui, nous sommes fiers du pacte vert. Et rappelons-le, nous n'aurons aucun avenir avec une planète dévastée. Vous avez dit pendant des mois, je suis le premier écologiste de France. Et vous allez courir. Rassurez-vous, c'est pas vous non plus, Madame Ayé. Souvenons-nous que c'est Emmanuel Macron qui, il y a 1 an, appelait à une pause environnementale en Europe, dans l'idée de ne pas ajouter de nouvelles normes et de préserver les entreprises soumises à la concurrence des pays moins-disants du point de vue écologique. Nous, on a déjà passé beaucoup de réglementations. Moi, j'appelle à la pause réglementaire européenne. Le groupe Renew, dans lequel siège la majorité présidentielle, obtient d'ailleurs une note de 11,6 sur 20. Et est qualifié par Bloom de groupe hypocrite qui prétend être vert, mais qui n'a pas de véritable programme environnemental. On revendique le bilan de transformation climatique du continent. On a été à la manœuvre depuis 5 ans pour faire avancer comme jamais l'action pour le climat. En tête des classements des ONG, on retrouve les principales formations de gauche, les écologistes, le Parti socialiste Place Publique et la France Insoumise. Pour le réseau Action Climat, elles ont porté la transition écologique tout au long de leur mandat et voté de manière cohérente sur les différents textes et ont ainsi été les moteurs des votes en phase avec les demandes des associations environnementales. L'ONG Bloom donne une note de 19,8 à Raphaël Glucksmann, 19,9 à Manon Aubry, notamment pour sa capacité à allier justice sociale et écologie, et enfin 20 sur 20 à Marie Toussaint, en qualifiant son mandat de sans faute et en précisant que 7 autres députés écologistes ont obtenu cette note. Maintenant, les programmes. J'ai essayé de vous synthétiser les analyses disponibles et les sujets phares de chacun des candidats. Le réseau Action Climat a analysé 8 mesures clés des programmes des 8 principales listes aux élections européennes, avec des voyants allant du vert au noir, pour les propositions efficaces, incomplètes, inefficaces ou néfastes.
Le LIER, un réseau écologiste des professionnels de l'action publique, a aussi publié son analyse des programmes. En tête du classement, on retrouve à nouveau les 3 principales formations de gauche. Marie Toussaint, Manon Aubry et Raphaël Glucksmann, pour qui tous les voyants sont au vert du côté de Réseau Action Climat. Le média Reporter distingue la liste PS Place Publique des 2 autres principales listes de gauche, en lui décernant une médaille vert clair, alors que les Insoumis et écologistes sont placés en haut du podium. Mais au-delà de tout ça, comment différencier ces 3 listes de gauche ? Leurs candidats n'ont pas insisté sur les mêmes sujets pendant la campagne. Et si leurs programmes sont tous bien notés, ils restent différents. Je vous explique. Raphaël Glucksmann a mis en avant l'idée d'une puissance écologique européenne. Le cœur de notre projet, c'est cela. C'est la rencontre de 2 termes qui jusqu'ici ne travaillaient pas ensemble. La puissance et l'écologie. Nous pensons que c'est par la transformation écologique que l'Europe pourra s'affirmer comme puissance. Raphaël Glucksmann insiste sur le fait qu'il faut convaincre et rallier les libéraux pour avoir une majorité au Parlement et gagner le combat écologique. Il est persuadé que pour que l'écologie devienne un véritable projet de gouvernement, il faut la marier avec les questions industrielles, géopolitiques, de justice sociale et de sécurité. Et nous vous montrerons que la transformation écologique, c'est plus d'usines et pas moins d'usines. C'est plus d'autonomie pour l'Europe et pas moins d'autonomie pour l'Europe. Il considère que les citoyens soucieux d'écologie doivent voter pour sa liste plutôt que les autres, car elle a les moyens de mettre en place ses propositions, puisqu'elle fait partie du groupe des sociaux-démocrates, le 2e plus gros groupe au Parlement européen avec 139 sièges. L'objectif sur lequel on doit être intransigeant, c'est la décarbonation. Mais là, on est d'accord. Et non, on n'est pas est-ce que c'est par les renouvelables ou par le nucléaire ? La liste PS Place Publique insiste sur l'enjeu d'accompagner les territoires dans la décarbonation des industries et des emplois. Pour cela, elle prévoit un fonds de 200 milliards d'euros par an à l'échelle européenne, financé en mettant à contribution les plus hauts patrimoines du continent. Le programme fait des propositions pour sortir des énergies fossiles entre 2030 et 2045 et propose de mettre fin à tout nouveau projet d'infrastructure fossile. Contrairement aux insoumis et aux écologistes, il ne veut pas miser sur le 100% renouvelable, mais renforcer le déploiement de ces énergies pour qu'elles atteignent 75% du mix énergétique européen en 2040. Selon le réseau Action Climat, la liste PS Place Publique propose plusieurs outils pertinents pour rendre la transition écologique accessible aux ménages les plus pauvres. Tout comme les 2 autres principales listes de gauche, elle propose d'introduire une taxe sur le kérosène des avions. Mais aussi de réduire les péages ferroviaires pour les trains de nuit pour faire baisser le prix des trains et les rendre plus attractifs face à l'avion. Moi, je suis favorable au projet de développement du Lyon-Turin. Donc vous êtes favorable à ce tunnel ? Je suis favorable au développement du fret. C'est extrêmement important. Nous, on a un projet qui est l'Europe du train et il faut qu'on développe le train. C'est ça notre projet. La liste veut aussi lancer une convention citoyenne européenne pour le climat, dont les propositions devraient être reprises par la Commission. Interrogé par Reporter sur le positionnement de certains membres du PS en faveur de projets considérés comme anti-écologiques, tels que l'autoroute A69 ou les méga-bassines, Raphaël Glucksmann a réaffirmé son opposition à la 69 et affirmé qu'on ne peut pas dire qu'on est contre les bassines en général, ça dépend des situations locales. Il ajoute « Il n'y a aucun sujet majeur de désaccord dans notre programme pour l'Europe ». Manon Aubry, eurodéputée sortante de la France Insoumise, a mis l'accent sur le changement du modèle économique européen et les accords de libre-échange. Petite précision, la France Insoumise siège actuellement au sein du groupe de gauche radicale qui compte 37 membres. Je pense que la France et l'Union européenne doivent être la pointe avancée de la bataille écologique et pour cela, ça nécessite de la cohérence et d'en finir avec les accords de libre-échange qui organisent la mise en concurrence de notre industrie, de notre agriculture et qui fait importer des produits des 4 coins du monde. C'est que tout le monde ici siège dans des groupes qui votent majoritairement les accords de libre-échange. Moi, je suis fière de présider au Parlement européen le seul groupe qui ne donne aucune voix aux accords de libre-échange. Manon Aubry propose aussi d'abroger les règles budgétaires actuelles et d'annuler la part de la dette des pays qui est détenue par la Banque centrale européenne. J'entends Bruno Le Maire qui a annoncé 10 milliards d'euros de coupes budgétaires cette année, 20 milliards l'an prochain et déjà qui coupe dans la rénovation thermique des logements. Ce sont 150 000 logements en moins qu'on va rénover. Et pardon de le dire, Monsieur Bonne, la dette, ça se négocie, mais pas la planète. Il y a 20% de la dette française qui est détenue par la Banque centrale européenne. Ce que nous proposons, c'est de les transformer en titres de dette perpétuels. Dit autrement, vous les renouvelez tous les 50 ans, 90 ans, et avec l'inflation, ça, la dette se fait grignoter. Tout le monde sera gagnant avec notre proposition et on sortira de l'austérité budgétaire à perpétuité. Le programme de la France Insoumise prévoit de taxer les super profits. La question de qui va payer, elle est essentielle et centrale. Et moi,
Qui va payer la transition énergétique. Exactement. Et je propose pour cela un impôt sur la fortune européen qui permette de mettre à contribution les plus riches. Et ça rapporte combien ? Ça rapporte 220 milliards d'euros pour être très précise et largement de quoi financer la transition écologique. Il prévoit aussi d'introduire une taxe sur le kérosène, on l'a déjà dit, de développer massivement le ferroviaire, diminuer le prix des billets de train, mais aussi créer une règle européenne pour interdire les vols au sein de l'UE lorsqu'il existe une alternative en train de moins de 4 heures. Je pense qu'il faudrait, sur le modèle de l'Erasmus, offrir à chaque jeune de moins de 25 ans un pass interrail pour avoir la chance d'aller découvrir l'Union européenne en prenant le train. Le programme veut planifier la sortie du nucléaire et des énergies carbonées et s'oriente vers un mix énergétique 100% renouvelable à horizon 2050. LFI propose de lancer un plan européen de bifurcation écologique et sociale en faveur de la rénovation des logements et de l'agriculture. Le parti propose une réforme de la politique agricole commune pour renforcer l'installation de nouveaux agriculteurs et favoriser la transition vers l'agroécologie et des élevages durables, garantir une meilleure rémunération des agriculteurs, rendre le Nutri-Score obligatoire, etc. Marie Toussaint, elle, a mis l'accent sur la santé des Européens, la mise en place de politiques climatiques qui prennent en compte les limites planétaires et la justice sociale. 1, on rehausse nos ambitions. 2, on transforme l'économie. Ce que j'appelle passer d'une économie qui détruit à une économie qui répare. Ça veut dire à la fois investir, ça veut dire aussi oser aller s'en prendre aux pollueurs, dont ceux que j'ai mentionnés tout à l'heure, Total, Bayer, Monsanto. Il y en a évidemment d'autres. Et 3, un accompagnement social. Au Parlement, EELV siège au sein du groupe des écologistes et régionalistes qui compte 72 membres. Chaque député écologiste supplémentaire est un député de combat au service de la population, au service du vivant, au service de la santé. Et donc, on a besoin que ça aille beaucoup plus loin. Les écologistes proposent d'adopter un traité environnemental pour faire de la protection de l'environnement la norme des normes. Arrêter immédiatement l'utilisation des produits toxiques tels que les PFAS, mais aussi celle du plastique d'ici à 2050. Et lancer un pacte bleu pour protéger l'eau. Ils veulent aussi renforcer ou compléter les outils d'accompagnement européens existants qui ciblent les ménages les plus précaires pour les accompagner dans les changements liés à la transition écologique. Rénovation énergétique du logement, ticket climat européen pour rendre le train accessible. Nous, ce qu'on demande, par exemple, c'est une politique d'investissement public qui nous permette de mettre en place un ticket climat. Un ticket qui permettrait à toutes les Européennes et tous les Européens de prendre le train, n'importe quel train, pour 49 € par mois. Une TVA verte. Dans mon programme, je propose de baisser la TVA sur les produits qui sont bons pour la planète, bons pour la santé et bons pour l'emploi. Eh bien, je vais vous prendre l'exemple des couches. Le budget mensuel pour un bébé, pour des couches, c'est 50 € avec des produits toxiques dedans, faits en dehors de l'Europe. 15 à 20 € de plus si vous voulez une couche sans produits toxiques et faite en Europe. Eh bien, en baissant la TVA, on baisse le prix de ces couches. Marie Toussaint défend aussi l'ISF climatique. Ça veut dire que pour financer la préservation de notre avenir commun, on ne va pas prendre de l'argent chez le Français, la Française qui prend sa Twingo pour aller au boulot, mais on va chercher cet argent chez les 0,5% des Européens les plus riches et nous les mettons à contribution pour justement investir dans cet avenir commun. Sur les questions énergétiques, les écologistes veulent faire sortir le gaz et le nucléaire de la taxonomie verte. Ils proposent de se tourner vers le 100% renouvelable d'ici à 2040, avec un calendrier pour sortir l'Europe des énergies fossiles, en insistant sur la sobriété et l'efficacité énergétique. La seule énergie qu'on peut développer suffisamment vite pour se débarrasser des énergies fossiles, ce sont les énergies renouvelables. La liste prévoit aussi d'interdire le chalutage de fonds marins dans les aires protégées et encadrer les pratiques de pêche destructrices. Venons-en aux autres candidats. Renaissance maintenant et Valérie Hayé, la tête de liste pour la majorité présidentielle. Majorité qui siège au sein du groupe Renew, qui a aujourd'hui 102 sièges au Parlement. Si la candidate a fait campagne dans l'ombre de l'exécutif... Bonjour, je suis désolé, je fais irruption sur la scène. Monsieur le Premier ministre. J'étais en interview juste au-dessus à l'instant. C'est complètement imprévu. On m'a dit que Valérie était là, et donc je suis venu d'abord pour voir Valérie. On passe beaucoup de temps ensemble en ce moment. Vous êtes un peu inséparables, oui. Oui. Elle s'est aussi exprimée pour prôner une écologie des solutions et non de la contrainte, à l'image de la ligne fixée par Emmanuel Macron avec la fameuse écologie à la française que je décryptais dans cette vidéo. Voilà l'écologie à la française. Voilà l'écologie d'Emmanuel Macron. Voilà notre écologie, une écologie des solutions, pas de la frustration et en aucun cas de l'interdiction. C'est ça que nous défendons pour le 9 juin. Sans surprise, la liste Besoin d'Europe veut donner la priorité à l'innovation et à la croissance verte face à l'urgence écologique. Elle se dit opposée à l'idéologie anti-progrès technique et propose une écologie à l'européenne faite de croissance, de production et d'innovation. Et pourtant,
Selon l'évaluation du programme de Renaissance par le réseau Action Climat, presque tous les voyants sont au rouge, sauf sur les sujets de pouvoir d'achat et de démocratie. Le Lierre accorde lui une note orange sur le programme qu'il situe entre les Républicains, en rouge, et Place Publique. Valérie Ayé, vous avez été mise en cause par Manon Aubry. Bon, d'abord. Emmanuel Macron est-il en train de plomber l'écologie au niveau européen ? Le pacte vert. C'est notre bilan. Pour le détail, la liste Renaissance propose 1 000 milliards d'euros d'investissement dans l'énergie, les transports, le numérique, la santé et l'espace pour compléter le pacte vert. Il promet d'atteindre 10 millions de véhicules propres produits en Europe et de doubler la part du fret ferroviaire et des trains de nuit. Pourtant, pour le réseau Action Climat, ces objectifs sont trop imprécis et vagues, et le véhicule propre n'existe pas. La fin de la vente des véhicules thermiques d'ici à 2035, ça a aussi beaucoup été caricaturé. Il ne s'agira pas de dire demain aux Français, vous ne pourrez plus utiliser votre voiture thermique, mais pas du tout. Je le dis aux Français, à partir de 2035, vous pourrez continuer à utiliser des voitures thermiques de seconde main. Selon leurs termes, le programme reste très mince sur la manière de rendre le transport décarboné accessible au plus grand nombre. Pour le réseau Action Climat, le programme de Renaissance passe à côté du sujet de l'accompagnement des ménages, en particulier les plus pauvres. Et puis, on ne doit laisser personne au bord du chemin. Et donc, c'est comment on accompagne les ménages pour qu'ils puissent rénover thermiquement leur appartement ou leur maison. Je crois vraiment que c'est le temps de l'investissement maintenant et du soutien financier. Pour ce qui est de l'agriculture, si le programme comprend des propositions pertinentes sur le revenu des agriculteurs et les traités de libre-échange, il oublie l'enjeu de la transition agroécologique et de l'alimentation durable, qui sont pourtant 2 sujets majeurs. Renaissance propose la sortie des énergies fossiles avant 2050, mais ne mentionne pas la nécessité de mettre fin à l'expansion des nouvelles infrastructures fossiles, qui sont pourtant incompatibles avec l'accord de Paris. Le programme ne précise pas la part attribuée aux énergies renouvelables dans le mix énergétique global. La meilleure option, mais au fond aussi la seule véritable option sérieuse, c'est un mix équilibré entre énergie renouvelable et nucléaire. Alors innovons. Renaissance insiste sur le triplement de la production nucléaire dans les pays européens d'ici 2050 et sur le déploiement de petits réacteurs nucléaires européens pour décarboner notre mix électrique. Mais le réseau Action Climat souligne que le nouveau nucléaire ne sera pas disponible assez tôt pour nous permettre d'atteindre nos objectifs climatiques européens de 2030, car cette technologie est particulièrement longue et coûteuse à développer. Reporter remet à la liste Renaissance ainsi qu'à celle des Républicains la palme de la médiocrité climatique, en considérant qu'elles sont assez similaires dans leurs propositions. Pourtant, ce n'est pas de l'avis de François-Xavier Bellamy, qui ne perd jamais une occasion d'attaquer Valérie Ayé sur le nucléaire. Et quand j'entends Valérie Ayé nous dire « je défends le nucléaire », moi je dis il y a un moment, l'hypocrisie, ça suffit. Sur les questions environnementales et sur les questions d'énergie, la première chose que vous devez présenter aux Français, Madame Ayé, c'est vos excuses. Et le nucléaire n'est pas une énergie de transition, Madame Ayé, c'est une énergie durable et il faut investir durablement dans cette filière. François-Xavier Bellamy, eurodéputé sortant et tête de liste des Républicains, siège au sein du groupe des chrétiens démocrates, PPE, qui est le plus important aujourd'hui au Parlement, avec 176 sièges. Sa vision de l'écologie n'est pas extrêmement claire. C'est une responsabilité. Nous avons hérité d'un monde où la vie est possible et nous devons transmettre ce monde dans des conditions qui rendent la vie humaine, qui rendent la vie toujours possible sur la Terre. Mais il considère que l'Europe va dans la mauvaise direction, celle de la décroissance. Et son sujet de prédilection, c'est, vous l'aurez deviné, le nucléaire. Ma proposition, c'est de miser sur l'énergie nucléaire, qui effectivement est l'énergie la plus décarbonée qui soit, pour pouvoir sortir de la crise climatique. Parce que oui, la plus décarbonée qui soit, oui. Et comme le souligne très justement sur France Info cette correspondante pour la presse portugaise... Mais le changement climatique n'est pas que le nucléaire. Mais pardon, mais si. Selon l'analyse du programme des Républicains par le réseau Action Climat, tous les voyants sont au rouge, ou même carrément au noir, ce qui signifie que ces mesures sont considérées comme inefficaces ou néfastes. Pour l'ONG, le programme passe à côté de l'enjeu de justice sociale. Il envisage des reculs sur la protection des espèces et passe sous silence le besoin de restaurer la biodiversité ou de lutter contre la pollution de l'air. Les Républicains veulent développer le protectionnisme européen à travers un plan Made in Europe 2030 pour relocaliser la production, mais aussi abroger l'interdiction de la vente des voitures thermiques neuves en 2035 actée par le Pacte vert, tout comme Jordan Bardella. Je crois que le régime de Pékin, qui a une stratégie pour détruire notre industrie, ne pouvait pas rêver qu'on lui fasse un plus beau cadeau, que cette majorité au Parlement européen, nous y sommes opposés, vote pour interdire le moteur thermique en 2035. Et l'objectif climatique ? Mais la décarbonation, elle doit passer par une diversité de solutions. Et le rôle du politique, c'est pas de fixer une technologie qui organise la décroissance de nos pays, qui va rendre l'automobile inabordable pour les Français. Le rôle du politique, c'est de dire, voilà quel est l'objectif. Et ensuite,
libérons nos industries. Les Républicains s'opposent à la décroissance qui veut imposer un contrôle social sans précédent des comportements individuels et proposent d'instaurer un principe de liberté technologique pour atteindre les objectifs environnementaux. Ils soutiennent les nouvelles techniques génomiques, les technologies de captation carbone qui n'ont absolument pas prouvé leur efficacité pour le moment et la conquête spatiale par l'Union européenne. Sur l'agriculture, les Républicains veulent réguler le libre-échange et instaurer des clauses miroirs, mais proposent de revenir en arrière sur l'ambition environnementale européenne dans le secteur agricole, avec l'abrogation de la stratégie de la ferme à la table. Abrogation qui est aussi demandée par le Rassemblement national. Et ils ont évidemment un autre point commun de plus en plus important avec les partis d'extrême droite, l'obsession pour l'immigration. L'incapacité à maîtriser nos frontières déstabilise toute la société. J'aimerais dire que l'immigration est aujourd'hui pour nos sociétés et en particulier pour le peuple français une menace existentielle. Pour Jordan Bardella, le plus grand défi de notre époque n'est pas la nécessité de préserver les conditions de vie de l'humanité face au réchauffement climatique et à l'extinction de la biodiversité. Non. C'est le défi migratoire qui fait peser sur la France et sur l'Europe le risque de l'effacement. Cette obsession lui a même valu de passer son tour sur l'écologie lors du débat sur LCI du 21 mai 2024. C'est dire l'importance que lui accorde le candidat qui est le plus haut dans les intentions de vote. Regardons les temps de parole parce que il y a une relative égalité. Jordan Bardella, je vous propose de passer votre tour sur ce thème parce qu'on va parler d'immigration et je vous propose de commencer sur ce thème qui vous tient à cœur. Jordan Bardella, eurodéputé sortant et tête de liste du Rassemblement national, siège au sein du groupe des nationalistes, ID, qui a aujourd'hui 49 sièges. Son grand combat est contre l'écologie punitive et la décroissance. Moi, je combats l'écologie punitive, qui est aujourd'hui le cœur de la politique environnementale qui est menée à Bruxelles, qui vise systématiquement à punir, à interdire parfois des produits alors qu'on n'a pas d'alternative, au risque de dépendre et de renforcer nos importations. Pour le réseau Action Climat, la majorité des mesures du programme du Rassemblement national sont considérées comme néfastes. Même son de cloche du côté du Lierre. Le programme va à rebours de toutes les recommandations des scientifiques et des ONG. L'agenda écologique qui a été choisi par la Commission européenne, il est non seulement irréaliste, mais il prend le risque de neutraliser la croissance. Le RN ne mentionne ni la neutralité carbone, ni la sortie des énergies fossiles et refuse le développement de l'éolien au nom de la variabilité. Il demande aussi un assouplissement des obligations européennes de rénovation énergétique des bâtiments, alors même que ce sont le plus souvent les plus précaires qui vivent dans des passoires thermiques. Vous êtes pour le maintien des ventes de voitures à essence, vous êtes pour la baisse des taxes sur les carburants, vous avez une forme de tolérance avec les passoires thermiques et vous êtes pour un coup d'arrêt aux éoliennes. Du coup, si on ne change pas de comportement, comment on fait pour baisser Je suis en tout cas un fervent défenseur, monsieur, du nucléaire. Selon le RAC, le Rassemblement national ne propose d'ailleurs aucune mesure pour financer, au niveau européen, l'accompagnement des ménages, en particulier les plus pauvres. Et ne fait aucune proposition sur la transformation des emplois. En accord avec sa proximité avec les lobbies, le RN demande l'instauration d'un moratoire sur les normes appliquées aux grandes entreprises sur l'environnement. Enfin, le Rassemblement national demande l'abrogation du pacte vert, qui, je cite, instaure l'écologie punitive au détriment de notre agriculture, de la compétitivité de nos entreprises et du pouvoir d'achat des Français. Du côté de Reconquête et de la tête de liste Marion Maréchal Le Pen, même tonalité, en pire. Tout ça pourquoi ? Pour faire payer aujourd'hui le pays qui produit 1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. La France, c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. L'agriculture, c'est 20% de ces 1%. L'Europe même, c'est 9%. Donc on est en train d'appauvrir le continent. Donc excusez-moi, moi je ne vais pas sacrifier le continent européen pour des lubies idéologiques qui aboutissent à ça. Que se passe-t-il avec l'écologie politique ? Voilà où nous en sommes. Plus de la moitié des principales listes qui se présentent aux élections européennes sont loin d'être à la hauteur de l'urgence écologique, alors que le retard pris sur ce que recommande la communauté scientifique pour ralentir le réchauffement climatique et préserver la biodiversité est déjà énorme. Je ne prends aucun plaisir à jouer les Cassandres, mais il semblerait qu'une grande partie de nos responsables politiques n'aient pas encore pris la mesure de ce que nous coûte chaque jour l'inaction climatique et le manque d'ambition. Et c'est pour moi quelque chose qui est toujours assez sidérant de voir des personnes, par exemple, qui ont des niveaux de responsabilité élevés et qui n'ont pas pris peut-être l'heure de leur temps pour vraiment s'approprier les enjeux. C'est pour moi une source de frustration très forte. Ces dernières années, au fur et à mesure que la politique climatique européenne est entrée dans le concret, les lobbies industriels ont tout fait pour tuer dans l'œuf certaines propositions et en affaiblir d'autres. Le tout main dans la main avec les partis de droite et d'extrême droite. Et leurs moyens sont colossaux. Ils ont plus de représentants que les ONG et peuvent donc assurer une plus grande présence.
Selon le témoignage de Faustine Bas-Desfossés du Bureau européen de l'environnement, une fédération réunissant près de 200 ONG, beaucoup de députés du PPE, le plus grand groupe au Parlement qui est à droite, ne rencontrent que les lobbies industriels, alors que les ONG ne peuvent même pas leur parler. Est-ce que l'écologie politique a été incapable d'anticiper ce revirement dès lors que l'on entre dans le concret ? Quelles incidences ce contexte peut-il avoir sur les votes ? La problématique de la question environnementale, c'est que les gens sont plutôt favorables, mais n'en font pas leur sujet numéro 1 de préoccupation. On appelle en sciences politiques le issue voting. Les gens ne votent pas avec comme enjeu numéro 1 la transition écologique. C'est peut-être 10-15% des citoyens. Et du coup, la problématique, c'est que les droites conservatrices, populistes et une partie du centre libéral essayent de radicaliser cette question pour embarquer leurs électeurs qui sont déjà affiliés, en espérant qu'à terme, ils vont cliver sur la question écologique. Pour certains analystes, c'est la fin du consensus mou sur les questions écologiques en Europe. L'écologie serait donc bien en train de devenir une nouvelle fracture politique. Selon les études de Jean-Yves Dormagen, professeur de sciences politiques et président fondateur de Cluster 17, la fracture sur les questions climatiques rejoint même une autre fracture sociétale. Le clivage sur les enjeux climatiques est profondément aligné avec un autre clivage, qui est le clivage sur les enjeux identitaires. Pour le dire très simplement, et sur les questions sociétales, pour le dire très simplement, plus vous êtes progressiste, plus vous êtes pro-écologie, plus vous êtes conservateur, plus vous êtes identitaire, plus vous êtes anti-écologique. Ces deux clivages sont parfaitement alignés. Mais pour Julia Cagé, ce clivage n'a rien de nouveau. Il n'y a jamais fondamentalement eu sur l'ensemble du spectre politique ce que vous appelez un consensus mou sur l'écologie. Il y a toujours eu du débat sur l'écologie, et il y a du débat sur l'écologie parce que ça pose en soi des questions d'adaptation, des questions de sacrifice, des questions d'effort, et fondamentalement, ça pose la question de la juste répartition de ces efforts. En revanche, selon l'économiste, les clivages sur le sujet écologique vont s'aggraver si l'on ne parle pas des enjeux de justice sociale. Ce sont souvent les plus modestes qui souffrent le plus des conséquences du réchauffement climatique, et ce sont souvent aussi à eux que l'on va demander le plus d'efforts. Et c'est assez ironique d'une certaine manière quand vous dites oui, on va regarder ceux qui sont davantage progressistes, universalistes, c'est ceux qui sont le plus conscients de la problématique du réchauffement climatique. Il se trouve aussi que ce sont ceux qui voyagent le plus, et c'est aussi ceux qui contribuent le plus à la réalité du réchauffement climatique. Beaucoup de décideurs politiques ont tendance à comprendre l'opposition à certaines politiques climatiques comme une opposition générale à la politique climatique. Alors que bien souvent, les mesures qui sont rejetées le sont parce qu'elles sont considérées comme injustes, notamment pour les plus précaires. C'était le cas des Gilets jaunes pour la taxe carbone. Le défi pour l'écologie politique est donc de construire un discours plus mobilisateur et plus clair, qui permette de faire comprendre à un maximum de personnes que les efforts pour éviter la catastrophe doivent être répartis de façon équitable et surtout que chacun, chacune y gagnera. Un discours qui permette de se projeter réellement dans l'avenir. La situation nécessite aussi un changement de discours sur l'écologie pour être dans le concret, s'inscrire dans le quotidien des Français, des Européens. Je pense que c'est important justement, notamment les forces qui sont en faveur de la transition écologique, de ne pas faire ce que fait par exemple le Labour au Royaume-Uni, qui est de surestimer le mécontentement en se disant « Oh là là, il y a tout le monde qui clive sur le sujet écologique, ça doit vouloir dire que les gens ne veulent pas, donc on va, détricoter tous nos programmes environnementaux par peur de créer du mécontentement. » Je pense qu'il faut rester ferme sur ces positions, parce que les gens sont en demande, il faut juste les convaincre, ça c'est un peu la difficulté, qu'on a le récit qui va les embarquer pour réussir la transition écologique. Une chose est sûre, ces élections européennes détermineront les rapports de force pour l'application du pacte vert. Ce moment est crucial, car les votes influencent l'agenda du Parlement européen, l'ambiance au sein des groupes politiques, mais aussi le profil de la personne qui présidera la Commission. Et donc, in fine, la capacité d'action des lobbies, qu'ils soient industriels ou environnementaux. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a permis d'y voir plus clair et de comprendre pourquoi il est important d'aller voter le 9 juin. J'en profite pour vous dire que je suis très heureuse de vous retrouver après plusieurs semaines d'absence pour des raisons personnelles et de santé. Merci pour tous vos messages. Comme toujours, vous trouverez des liens pour aller plus loin en description. Et n'oubliez pas que Blast est un média indépendant qui ne vit que grâce aux dons et aux abonnements. Alors prenez s'il vous plaît 1 minute pour nous soutenir juste ici. À très vite sur Blast.